Et bonsoir, salut, bonjour tout le monde, comment ça va? J'espère que vous avez passé un super week-end. Moi, c'est Lucas, et j'ai passé tellement de temps sur ce sujet. J'espère que vous allez le voir, en tout cas, j'ai vraiment poncé le sujet aujourd'hui, parce que passionnant déjà, et aussi énormément de recherches qui sont en train d'être faites en ce moment sur la maladie d'Alzheimer, et franchement, énormément de choses à discuter. Bonsoir, salut Frivu, comment tu vas? Bonsoir, comment ça va? Van Cypher? Je sais pas si je dis bien. Mais bonsoir et bienvenue. Installe-toi, ça fait plaisir. Ça me va si on finit à 6h du mat. En vrai, il y aurait moyen. Mais je vais essayer de faire en sorte que non, hein, quand même. Attendez, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu des décrochages, un petit peu des petites images qui drop. J'essaie de voir si techniquement il n'y a pas des choses que j'ai mal réglées ou mal faites. Non, ça a l'air... Ok. Salut ArpDSDG, salut, bienvenue. Bienvenue sur la chaîne, installez-vous les gens. Merci, juste Cypher, ça passe. Ok, très bien. Rapport à Matrix ou pas, Cypher qui est l'un des noms des personnages qu'on a dans Matrix 1 qui vient à mourir, malheureusement, d'ailleurs. Bref. Attends, Cypher, c'est pas le méchant, Cypher? Je sais plus. Je me souviens plus. Pas du tout, par rapport à Valo. Ah, plus récent. Oui, d'accord, pardon. Je suis en forme, gros week-end aussi, j'ai enfin fini mon projet de microscopie artisanale. Ok, trop bien, incroyable. Salut, bon serveur non, bienvenue. Salut, comment tu vas? J'espère que ça va bien les gens, en tout cas pour vous, que vous avez passé un très très bon week-end, et j'espère que vous êtes en forme pour ce sujet. Parce qu'il y a moyen qu'on se grille le cerveau, mais voilà, on va y aller en douceur, petit à petit. Et c'est un sujet qui est incroyable. J'ai même fait, pour la première fois, je me suis dit que c'était intéressant. J'ai utilisé mes compétences personnelles de chercheur pour créer un début de prototype de projet de recherche. Voilà. J'ai écrit un petit texte, juste un truc où genre, voilà, c'est qu'est-ce que je pourrais proposer comme projet de recherche, qu'est-ce qui ferait sens après tout ce dont on va discuter aujourd'hui, voilà. Et je pense que c'est intéressant, comme ça pourra vous montrer un petit peu, du coup, c'est quoi les questions qu'on se pose après toutes les recherches qu'on a déjà faites, quelle est la suivante, comment est-ce qu'on construit un projet, etc. C'est quoi ce string premium? Les gens, je vous mets bien, quand même. Mais bref, avant de rentrer dans ces détails qui vont véritablement dans la profondeur de la recherche sur Alzheimer, je vous propose d'abord qu'on fasse un petit cadre avec un article qui est très très intéressant sur, ok, c'est quoi la maladie d'Alzheimer, ça vient d'où, etc. Et qu'on essaye de décortiquer un petit peu ça pas à pas, et ensuite on ira dans les articles de recherche et dans les choses qui sont plus précises, etc. Voilà. Tac. Let's go. Ok. Mais du coup, attends, Frivbu, ton projet de microscopie artisanale, tu peux nous en dire plus à un moment donné? C'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu as fait? Moi, je suis chaud de savoir ce genre de choses. D'ailleurs, ici sur cette chaîne, on a déjà parlé plusieurs fois de sciences collaboratives, qui sont des articles ou des projets de recherche qui incluent les gens, qui incluent justement... des gens qui sont passionnés par certains sujets. Ça se fait énormément dans tout ce qui est observation des étoiles, etc. Il y a pas mal de projets qui se font comme ça. Et un jour, ça me ferait kiffer absolument de fou qu'on puisse faire aussi ce genre de choses avec cette communauté. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont des aficionados de la science et qui aimeraient bien, même s'ils ne sont pas eux-mêmes scientifiques dans la vie de tous les jours, pouvoir être impliqués dans ce genre de choses. Et je vous avoue que je fais des recherches activement aussi pour essayer de voir comment ce serait possible, quoi. Donc on verra. J'enverrai sur le Discord si tu veux, avec grand plaisir, vraiment avec grand plaisir. Hello tout le monde, salut Mirvauban, bienvenue, installe-toi. Moi j'ai du temps à perdre, je suis partant. Bah non, au contraire, c'est... Mais ouais, je serais très très heureux de faire ce genre de projet. Donc bon, on verra, je vais essayer de trouver un moyen de vous faire participer à... Comment est-ce qu'on peut organiser quelque chose qui donne à la fin un article de science? Ce serait incroyable. Mais bon, déjà, il va falloir que je trouve exactement comment faire ça, sur quel sujet, comment impliquer les gens, etc. Ce serait incroyable. Moi aussi, ça me plairait. C'est ce que je me dis, c'est qu'en fait, j'ai l'impression vraiment que
au-delà de juste voilà, faire de la vulgarisation et parler avec vous justement de la science, essayez de vous impliquer dans des projets de recherche qui demandent plus ou moins de temps. Je sais pas, il faudra voir exactement quel format ça prendrait. Mais ça pourrait vraiment... c'est le meilleur moyen de vulgariser que de dire aux gens, bah voilà, vous êtes des acteurs de la science maintenant, et t'as pas besoin d'avoir un doctorat pour être un acteur de la science, et trouver des moyens et des petits projets comme ça qui pourraient être faits, et ça pourrait être très très cool. Mais bon, tout ça, encore une fois, vous savez, j'ai beaucoup d'idées, mais peu de temps pour tout réaliser, donc on verra comment on fait ça. Bref, commençons à parler un petit peu d'Alzheimer. Vraiment dommage, mais je dois y aller. Ah ok, pas de souci. Merci pour le live, bonne soirée et bon stream. Et bah très bon stream. Ça serait super intéressant, en plus ça améliorera notre culture générale. Bah, en fait, je pense que toujours le meilleur moyen, c'est comme... comment dire? Pour faire un parallèle que j'ai appris moi-même, quand tu apprends à coder, le meilleur truc, c'est d'être impliqué dans un véritable projet. Où tu t'es pas là en train d'apprendre, ok, telle fonction ça fait ça, telle fonction ça fait ça. Un truc en mode dictionnaire où tu connais le rôle de chacune des fonctions. Non, le meilleur moyen d'apprendre véritablement à coder, c'est d'avoir un projet, que tu as envie de faire quelque chose. La plupart des gens qui ont développé leur premier jeu vidéo, par exemple, ils savaient pas coder à la base, hein, ils ont juste appris sur le tas comment faire. T'as plein de gens qui ont développé des applications à succès qui, à la base, savaient vraiment pas le faire. Et je pense que pour la science, c'est exactement la même chose. C'est que le meilleur moyen que d'apprendre le raisonnement scientifique, il est bien sûr d'apprendre des choses, mais il est aussi de pratiquer et de se poser des questions. Et c'est pour ça que je pense que je vais essayer de faire de plus en plus déjà des choses où je vous montre comment est-ce qu'on construit des questionnements scientifiques et quelles sont les questions qu'on se pose, et vous allez voir qu'en fait, c'est des trucs tout cons, et la réflexion, vous l'avez aussi, ça c'est une certitude, et je suis persuadé que c'est le cas, et que vraiment, c'est juste de la mise en forme après, et c'est tout, hein, c'est véritablement. Donc, pour tout, en vrai, hein, comme on mémorise 1000 fois mieux en bossant sur un sujet qu'en cours, mais très clairement, très clairement, et donc c'est pour ça, je pense que on va essayer de faire de la vulgarisation active sur cette chaîne de plus en plus, je vais essayer de faire ça. C'est-à-dire que, voilà, vous allez apprendre en faisant. On va essayer. Bref, parlons d'Alzheimer, du coup, de cette pathologie qui inquiète énormément de personnes, et notamment les femmes, hein, parce que voilà, Alzheimer, c'est encore une fois un sujet où il y a une inégalité entre hommes et femmes. Les femmes sont 2/3 des cas de cette pathologie. On ne sait pas encore exactement pourquoi, et on va le voir, hein, d'ailleurs, comment dire, on voit un petit peu ce qui se passe, on arrive à voir le phénotype de la pathologie, donc quelles sont les choses qui sont visibles dans le cerveau, quelles sont les différentes altérations de nos neurones qui sont responsables de cette maladie d'Alzheimer, mais on ne comprend pas encore exactement pourquoi. Et d'ailleurs, il y a des travaux qui sont vraiment très récents, hein, des quelques mois derniers, qui remettent en question beaucoup de choses qu'on connaît, et qui sont en train de rabattre un petit peu les cartes, et on en a besoin, parce que ça fait un siècle, hein, qu'on travaille sur cette pathologie pour essayer de la comprendre, et d'essayer de lui trouver une solution, et on n'y arrive toujours pas. Mais bon, du coup, Alzheimer, c'est quoi ? C'est une maladie, c'est une pathologie neurodégénérative complexe qui entraîne un dysfonctionnement des connexions entre les neurones. Mieux la comprendre, étudier son évolution, identifier ses causes et ses facteurs de risque sont autant d'éléments indispensables à la mise au point de traitements efficaces. Sachez que pour l'instant, des traitements efficaces, il n'y en a pas. Il y en a zéro. Aucun. Il n'y a pas de traitement contre Alzheimer. La seule chose qu'on est capable de faire, c'est de modifier justement les conditions de vie et de savoir quels sont les éléments dans la manière de vivre des gens qui ont besoin d'être adaptés pour limiter les symptômes et la progression de ces symptômes. Et on va voir qu'il y a des choses qui sont très efficaces là-dedans, bien sûr, mais des médicaments qui sont efficaces contre la pathologie, pour l'instant, on n'en a aucun. Et c'est pour ça que voilà, on a besoin de beaucoup de recherches, et il y en a énormément qui est fait sur le sujet. Et c'est aussi pour ça que c'est un sujet qui est considéré comme prestigieux. Voilà. Du coup, la maladie d'Alzheimer affecte progressivement et insidieusement les fonctions cognitives de l'individu. Mémoire, langage, raisonnement, apprentissage, résolution de problèmes, prise de décision, perception, attention. Tout ceci est véritablement perturbé par cette pathologie. Il faut essayer de s'imaginer quand même, hein, et on va le voir après avec des personnes qui sont atteintes de cette pathologie. C'est assez horrible, hein, de voir petit à petit son propre cerveau ne plus fonctionner, parce que ils ont conscience de beaucoup de choses, hein, qui sont en train de se passer. Salut Biquette, comment ça va ?
Donc voilà, cette pathologie, elle est véritablement très effrayante pour les gens qui sont en train de la vivre, mais aussi forcément pour l'entourage. On se retrouve avec des gens qui, petit à petit, perdent l'ensemble de leurs fonctions cognitives. Et vraiment, c'est assez difficile à vivre pour tout le monde, quoi. Je pense sincèrement que c'est le truc qui m'effraie le plus au monde. Et ben, je comprends tout à fait. Moi, je suis parfaitement d'accord avec toi. Pareil, hein, moi j'ai très très peu d'ego personnellement, sauf pour ce qui est de mon cerveau. Voilà, j'ai pas fait un doctorat pour rien. Voilà, c'est l'une des seules choses que j'aime vraiment bien de moi-même, c'est mon cerveau, la manière dont il est fait, la manière dont je suis capable de réfléchir. Et donc forcément une pathologie comme ça fait vraiment peur. Mais aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer que, en fait, on peut se prémunir de cette pathologie, qu'il y a énormément de choses qu'on peut déjà faire, nous, et ça se résume aussi beaucoup à prendre soin de soi, de manière générale. Et vous allez voir, en fait, c'est très, très efficace, hein. On va même voir tout à l'heure une dame que je trouve incroyable, qui nous parle de son combat elle-même contre la pathologie. Et pour combattre la pathologie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bouge, elle apprend énormément de choses, elle apprend des nouveaux langages, et tout ça, c'est extrêmement efficace. On va parler de pourquoi, comment, etc. Super week-end, et vous? Bah, trop trop cool. Moi aussi, super week-end. Hier, j'étais dans une petite journée spa avec avec des amis. C'était très très cool. C'était très sympa. Ça m'a détendu de fou. Voilà. Donc ça va très très bien. C'est quelque chose de déchirant, même pour les proches. Bah, et de fou, hein, parce que les mémoires, c'est ce qui fait aussi les relations. Et quand on a quelqu'un avec qui on a une relation qui perd la mémoire de qui on est, d'où on vient, etc., et de tous les moments qu'on a vécu ensemble, c'est forcément horrible, quoi. On dirait... pardon. Et bonsoir à tous. Oui, manger des piles, ça aide. Bah justement. Salut Maë, comment tu vas? Et oui, en effet, on va en parler de ça. On va en parler. On a identifié justement le lithium comme étant potentiellement une aide, en tout cas un traitement. Et on va développer ça en détail tout à l'heure. On dirait les conseils contre le Covid en 2020 NDR. T'as déjà vu la vidéo qui retrouve des instants de lucidité quand il entend des musiques de sa jeunesse? Ouais, ouais. Bah justement, j'ai vu ça. Il y a aussi... il y a une vidéo assez célèbre aussi qui tourne sur les réseaux qui est... merde. D'une mariée qui justement au moment... juste avant son mariage, il y a son père qui retrouve un petit peu la lucidité. Et c'est magnifique, ça fait lâcher une petite larme, quoi, forcément. Oups, je spoil, bah c'est pas grave, t'inquiète. De toute manière, on en a déjà parlé sur cette chaîne, donc pour les gens qui étaient déjà là, c'est des choses dont on va reparler. Bonjour à tous, salut le Nem. Je suis en voiture pour les 40 prochaines minutes, donc je vous bloque qu'en conduisant. Ok, ok. Comment vous allez-vous? Écoute, moi ça va très très bien. J'espère que tu vas bien aussi. Et fais attention à la route, hein. Attention. On te veut en vie, c'est très important. Bref, du coup, continuons sur cette pathologie. Aboutissant in fine à une perte de l'autonomie, ça arrive forcément, quand vous avez quelqu'un qui perd la mémoire, l'autonomie, bah oui, enfin voilà, t'as une grosse perte d'autonomie. Les symptômes cliniques sont considérés comme étant liés à l'altération neuronale qui touche principalement l'hippocampe, siège de la mémoire, et les aires néocorticales, donnant à la maladie d'Alzheimer son surnom de maladie de la mémoire. Une des hypothèses de la recherche actuelle, c'est que la progression des lésions cérébrales d'une zone du cerveau à une autre pourrait se faire par contamination cellulaire de proche en proche, comme pour le prion, ou des formes agrégées de toxiques, des formes agrégées et toxiques de peptides amyloïdes ou de protéines tau seraient excrétées dans les espaces extracellulaires par des neurones allant contaminer les neurones voisins. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, en gros, ça fonctionnerait un peu comme un prion, c'est-à-dire que quand on a des neurones qui sont atteints par la pathologie, avec les différents symptômes que ça a sur les neurones, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont des plaques qui se forment, des plaques de certaines protéines, qui s'agrègent au niveau des neurones et qui empêchent les signaux de passer, et bah du coup, apparemment, ça pourrait avoir un effet sur le neurone d'après, en agrégeant de la plaque aussi sur ce neurone d'après, et ensuite de suite, etc., etc. Ce qui fait que bah, ça se propagerait petit à petit comme une toile d'araignée, hein, et voilà. Donc... t'inquiète, mes abonnements sont automatiques. Alors, c'est gentil, mais je préfère tout envie et pas d'amour, vraiment. Bref, des prions, c'est le stream de l'horreur en fait. Oui, ah oui, non mais un petit peu.
Un petit peu. Mais justement, je vais essayer de vous montrer qu'il y a énormément de choses qu'on peut déjà faire pour se prémunir contre cette pathologie. Et que le résumé, en gros, c'est faites du sport et regardez ce stream et ça ira mieux. Les protéines prions, je suis désolé, j'ai pas révisé ma catéchèse. Non, mais voilà, c'est juste véritablement... c'est véritablement un mécanisme similaire. Mais, encore une fois, c'est juste une hypothèse pour l'instant, ça n'a pas été démontré. C'est juste que c'est... Par les observations qu'on peut en faire, ça a l'air de se propager de cette manière-là, et donc le mécanisme qui ressemble à un prion est une hypothèse qui est très très importante, mais voilà, ça reste une hypothèse, quoi. Prions pour ne pas avoir Alzheimer sans mauvais jeu de mots. Oui, bah très clairement. Mais justement, hein, c'est Alzheimer, ça arrive avec des prédispositions et ça arrive aussi avec des comportements. Et si justement on tacle ces comportements, on se prémunit beaucoup contre cette pathologie. Donc voilà. Du coup, conduit plutôt que de dire des bêtises. Je trouve ça dingue qu'on connaisse pas exactement la cause de la maladie. Non mais c'est franchement un siècle de travail sur la pathologie. Et on ne sait pas encore, et vous allez voir que véritablement, Cocorico, il y a un centre de recherche à Lille, hein, du CNRS si je ne me trompe pas, qui vient de faire une découverte assez folle, qui est sortie à peine le mois dernier, dans un article assez fou, hein, qui trouve une nouvelle, justement, raison derrière cette pathologie, qui nous explique et qui nous permet de comprendre un peu mieux ce qui est en train de se passer, et qui est justement, on va voir à la fin justement ce projet de recherche que j'ai construit, qui est en fait, à partir de là, on a de nouvelles hypothèses de fou, notamment liées au lithium, qui sont super intéressantes et qu'on va pouvoir construire. Du coup, les principaux stades de la maladie d'Alzheimer, comment est-ce que ça se développe ? La maladie d'Alzheimer est caractérisée par une évolution lente de l'atteinte neuronale, puis en conséquence par l'apparition secondaire et par l'aggravation progressive des symptômes. Ainsi, différents stades de la maladie sont décrits en fonction de l'apparition des symptômes, leur importance et leur impact sur la vie quotidienne. Ça, c'est aussi l'un des gros problèmes qu'on a avec la pathologie, c'est que, en fait, on a des moyens de... pas véritablement de traiter, mais en fait d'empêcher le développement de la pathologie si on la capte suffisamment tôt. Sauf que, déjà, en fait, les premiers symptômes apparaissent déjà assez tard dans la pathologie, quand elle est déjà bien installée, quand on a déjà beaucoup de plaques qui s'est formées et de neurones qui sont déjà en train de mourir. Donc, c'est assez problématique le fait que ce soit asymptomatique à la base, quoi. Mais bon. Le jour où il y aura l'équivalent de la vache folle pour Alzheimer, ça risque d'être le bordel. Oui, non, très, très clairement. Là, il n'y a pas. Pour l'instant, on est très fiers que ce soit pas le cas, on est très content, mais ouais, ce serait l'horreur. Putain. Bref, du coup, le premier stade, asymptomatique. À ce stade, aucun symptôme clinique n'est détectable. Par contre, chez certains sujets normaux, les marqueurs biologiques, bêta-amyloïdes et tau, sont déjà positifs, même à ce stade. Oui, ça, c'est 2 marqueurs, justement, biologiques qu'on a pour détecter si c'est la maladie d'Alzheimer que la personne a. Parce que on peut avoir des symptômes qui ressemblent à Alzheimer, qui peuvent être de la démence sénile, qui sont liés à beaucoup d'autres choses. Hein. Notamment, on l'a vu quand on avait parlé de l'axe intestin-cerveau, il y a un lien direct qui a été établi chez la souris, hein, pour l'instant, mais on a l'impression que c'est la même chose chez l'humain et on est en train de le vérifier, que un mauvais intestin ou un mauvais microbiote intestinal a un impact sur le vieillissement du cerveau et peut déclencher des symptômes justement qui ressemblent à ceux d'Alzheimer, et on peut réduire ces symptômes en changeant le microbiote, voire les faire totalement disparaître. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent ressembler à Alzheimer mais qui ne le sont pas, donc il y a potentiellement des causes différentes. Mais quand on a ces 2 marqueurs-là, bêta-amyloïdes et tau, justement, c'est des marqueurs qui sont liés à cette pathologie. Donc du coup, il y a possibilité d'être asymptomatique, mais d'avoir déjà justement ces marqueurs-là, et c'est là où la pathologie est en train de s'installer. Donc quand on peut les détecter avant que ce soit symptomatique, c'est très très bien, parce qu'on a des moyens d'action. Mais après, c'est compliqué, quoi. Du coup, mais il n'y a aucun intérêt à les rechercher, car il n'y a pas de symptômes. La maladie n'est pas déclarée, il n'y a pas de traitement disponible. Oui, mais bon... Du coup, c'est quand même intéressant de savoir que la pathologie est en train de se développer, parce que même s'il n'y a pas de traitement disponible, on peut faire en sorte de mettre en place un programme pour que la personne se mette à avoir une vie qui soit,
avec plein d'éléments qui permettent de contrecarrer le développement de cette pathologie. Donc même si dans cet article ils disent il n'y a aucun intérêt à les rechercher, je suis personnellement pas d'accord, parce qu'on sait très bien que le mode de vie a un impact extrêmement important sur le développement de la pathologie. Et donc, si on les détecte avant qu'il commence à y avoir des symptômes, on peut permettre, en adaptant directement le mode de vie de la personne, à ce qu'elle vive sans symptômes le plus longtemps possible. Et donc, pour moi, dire qu'il n'y a aucun intérêt à les chercher, c'est pas vrai. Mais bon, après, ce n'est que mon avis personnel. Je ne suis pas médecin. Je suis chercheur, mais je ne suis pas médecin. Donc, voilà. Du coup, 2. Le stade prodromal. Le patient présente des difficultés de mémoire, généralement isolées, ou parfois associées à une désorientation dans l'espace ou à un manque de mots. Les biomarqueurs bêta-amyloïdes et tau permettent de rattacher formellement les troubles présentés à la maladie d'Alzheimer. Ça, en fait, c'est justement le moment où on commence à chercher ces marqueurs-là, dont on a déjà parlé juste avant, qui sont en fait, on commence à voir quelques petits symptômes qui peuvent être autre chose, qui peuvent être de la démence sénile, qui peuvent être liés à d'autres pathologies aussi neurodégénératives. Et du coup, on va commencer à chercher différents marqueurs, dont ceux-ci. Et si c'est ceux-là qui apparaissent, c'est que c'est Alzheimer. Voilà. Le stade de démence, en 3. Le stade de démence est atteint lorsque les troubles cognitifs et du comportement retentissent sur les... sur les activités de la vie quotidienne. Les patients ne sont plus autonomes. C'est la survenue d'une dépendance qui détermine en médecine la notion de démence. On parle aujourd'hui de troubles neurocognitifs majeurs. On distingue 3 stades dans la démence. Le stade de démence légère, donc les troubles de mémoire sont très présents, avec oubli des faits récents, tendance à poser plusieurs fois la même question ou à se répéter. Il s'y associe des troubles de l'orientation temporelle, confusion dans les dates et spatiales, difficulté pour se repérer, même dans le quartier habituel. Des troubles de l'attention, du raisonnement, des difficultés à trouver les mots, le tout retentit sur des activités complexes de la vie quotidienne telles que l'utilisation de l'ordinateur ou d'un téléphone portable. Le sujet est généralement moins autonome pour la prise des médicaments, la gestion des finances, l'utilisation des transports en commun, etc. etc. Bref. Ah bah super, j'ai Alzheimer en fait. On est 2. Alors, non, sachez que véritablement ce sont des troubles qui sont véritablement graves, où quand on parle de désorientation en médecine, c'est pas juste ah merde, je me réveille et je sais plus où je suis, ou ce genre de choses, ou je suis au lendemain de cuite et du coup je suis un peu perdu. Non, non, véritablement, c'est des choses où ça dure un certain temps quand même, c'est très répété comme phénomène, etc. Donc, Alzheimer ne se déclenche pas aussi jeune que ça. Les personnes qui ont Alzheimer le plus jeune, c'est vers la cinquantaine. Et franchement, c'est très 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 jeune, hein, déjà pour les détecter. Et c'est lié à des altérations génétiques qui sont justement derrière Alzheimer. Mais oui, ne vous inquiétez pas si vous avez des trous de mémoire, etc. C'est normal, ça arrive à tout le monde. Mais c'est vrai que la description des symptômes peut faire peur, parce que du coup tu dis putain, mais c'est des choses qu'on vit tous un peu dans la vie de tous les jours. On a tous perdu nos clés. On sait plus où elles sont, on a tous oublié ce genre de choses. Sauf qu'il y a énormément de raisons différentes d'avoir des trous de mémoire, comme par exemple le manque d'hydratation, comme par exemple aussi le manque de sommeil, comme aussi le fait d'être en lendemain de cuite, ça arrive, comme pas mal de choses, comme des pathologies de l'attention aussi. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais bon. Moi, j'ai jamais oublié à quel point cette chaîne est la meilleure du truc français. Oh, merci. On oublie tous de réviser pour le gros examen de cette semaine. Oui, oubliez. Toi-même, tu sais, Fribu. T'inquiète, j'ai fait la même. Hein. Oh, j'ai oublié. Non. On a regardé une série en culpabilisant de se dire ouais, je devrais réviser. Ouais, mais c'est pas grave, je peux pas le faire. C'est pas grave. Le film Father est apparemment un bon ressenti de ce que vit quelqu'un qui a une démence comme Alzheimer. Ouais. Alors, le film Father est extrêmement bon, avec Anthony Hopkins, justement, qui joue le rôle principal, justement, de quelqu'un qui vit avec la maladie d'Alzheimer. C'est très, très difficile à regarder, personnellement. Mais justement, c'est à quel point le film est bon, et ça permet de ressentir vraiment la difficulté de vivre avec une pathologie où tu as des pertes de mémoire en permanence, etc. Tu fais des sortes de sauts temporels dans ta propre vie, enfin c'est assez fou. C'est vraiment assez fou, et le film est vraiment très bon. Personnellement, j'ai pas réussi à aller à la fin du film, tellement il est difficile à regarder. Mais c'est aussi parce que, pour moi, il y a eu des renvois à quelqu'un, voilà, de ma famille qui était... c'était compliqué. C'était compliqué, donc j'ai pas fini le film, mais il est extrêmement bien.
Il y a un truc que j'arrive pas trop à cerner. Vous dites que l'on peut atténuer les symptômes de l'Alzheimer. Oui. À quoi correspondent ces symptômes si ce n'est pas la perte de mémoire en elle-même? Je ne connais pas extrêmement bien cette maladie. Bah justement, en fait, les symptômes, Alzheimer en soi, c'est la mort des neurones, techniquement. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer. En gros, c'est une mort des neurones qui est localisée, qui arrive au centre de la mémoire de ton cerveau. C'est ça qui est en train de se passer. Donc en fait, tu as différentes pathologies qui peuvent t'empêcher d'accéder à la mémoire, mais la mémoire est toujours là. Ou des trucs qui peuvent être temporaires, etc. C'est comme ça qu'on a des gens qui ont des pertes de mémoire temporaires. C'est qu'en fait, il y a des choses qui peuvent perturber l'activation des neurones et tu perds l'accès à la mémoire. Alzheimer, c'est véritablement les neurones qui sont en train de mourir les uns après les autres. Et donc c'est la mort de la mémoire. Il y a un truc qu'on peut faire justement, c'est que il faut stimuler la recréation de neurones. Ce qui est en train de se passer dans ton cerveau à ce moment-là, c'est que tu as plein de neurones qui sont en train de mourir les uns après les autres. Et donc si tu stimules le fait de recréer des neurones, ce qu'on peut faire par exemple en stimulant le cerveau, en apprenant des langues, en faisant en sorte de stimuler la mémoire justement par de l'apprentissage, ça fonctionne bien, en jouant à des jeux vidéo, n'importe quel jeu en fait, de manière générale, les jeux stimulent énormément le cerveau et les jeux vidéo stimulent énormément le cerveau. Donc il faudrait dans les EHPAD que tout le monde joue aux jeux vidéo, véritablement. Mais c'est même pas une blague. Hein. Jouer aux jeux vidéo dans les EHPAD, c'est extrêmement important. C'est vraiment trop important. Et donc, les symptômes que tu as petit à petit, c'est que forcément, ta mémoire n'existe plus et donc petit à petit tout ce qui est capacité de se rappeler à court terme, ça disparaît, à long terme il n'y a plus de souvenirs, etc. Donc c'est ça en fait les gros symptômes qu'il y a derrière. Mais du coup, pour atténuer les symptômes, ce qu'il y a, c'est que ils se sont rendus compte que l'activité physique, l'activité de jouer à des jeux, etc., sont extrêmement importantes pour ralentir toute cette activité, voire justement de l'inhiber totalement. Et donc c'est pour ça, on va le détailler un peu plus tard, justement, avec d'autres articles scientifiques qui viennent de sortir sur tout ce qu'on a identifié comme comportement qui nous permet de ralentir cette pathologie, voire d'inhiber totalement. Et c'est extrêmement fort. Du coup, attendez, j'ai loupé plein de messages. Attends, ce film, je crois que je l'ai vu. C'est pas celui où il est dans son salon et puis à chaque fois des nouvelles personnes. Oui, dans sa maison, on sait jamais si c'est la famille ou pas. Oui, exactement. C'est exactement celui-ci. Et moi, je t'avoue, je l'ai pas fini. Dès qu'on arrête de dire des bêtises, il avance et tu le sauras. Salut tout le monde, je fais juste un saut pour vous souhaiter une excellente soirée. Salut Reda. By the way, j'ai peut-être une très grosse commande de tableau. Si ça passe, je lâche plein de sub tier 3. Putain, incroyable. Incroyable, Reda. Et félicitations pour aussi... t'as une vidéo qui a explosé sur TikTok, incroyable. 2,5 millions de vues. Félicitations, ça fait trop plaisir de voir que voilà, ça arrive aux bonnes personnes. J'espère que ça continue comme ça fait trop plaisir. Même style à Brainrot. Hein? Quoi? Et j'ai pas compris, désolé. Il y a un court-métrage d'animation magnifique qui s'appelle Mémorable. C'est gratuit sur internet et j'ai chialé comme une merde. Ouais, peut-être éviter. Hein. Bientôt les soldes de Steam Opération Commerciale Alzheimer. Let's go, c'est ça. Mais faudrait, hein, véritablement. Des jeux simples qui sont faits spécialement pour les personnes avec des problèmes de mémoire. Moi, il faudrait. Hein. Faut faire des études, mais de fou. Hein. Et justement, faire des études, c'est un truc qui, justement, a été prouvé comme étant prémunisant contre la pathologie d'Alzheimer. C'est-à-dire que plus haut est le niveau d'études, plus bas est la chance d'avoir Alzheimer. Et justement, ils ont démontré aussi que le niveau d'éducation et à quel point justement c'est intense, les choses qu'on apprend quand on est enfant sont importantes. Plus c'est important tout ça, moins on est prédisposé à avoir Alzheimer. Donc franchement, apprenez des choses toute votre vie, c'est la meilleure manière de vous prémunir contre cette pathologie. Faites de l'activité physique, apprenez des choses, jouez à des jeux vidéo jusqu'à la fin de votre vie, et normalement vous avez très très peu de risques, à moins qu'il y ait des choses génétiques. Là, pour le coup, c'est une autre histoire, mais il y aura des traitements peut-être dans le futur, des moyens de modifier ces altérations. Mais voilà, pour éviter l'apparition, on va dire, naturelle, entre guillemets, de cette pathologie, c'est encore une fois, hein, à chaque fois qu'on parle de santé, on en revient aux mêmes choses, hein, mais c'est mangez bien, faites du sport, jouez aux jeux vidéo. En gros, hein, c'est assez fou, hein, mais ça se résume à ça. Bon, il y a aussi l'activité sociale aussi qui est très importante, discuter avec des gens et tout ça, rencontrer de nouvelles personnes. Pareil, tout ce qui stimule en fait notre plasticité cérébrale, ça nous prémunit contre ces différentes pathologies. Et on va voir, il y a aussi des choses qui sont
à éviter, comme manger trop gras, trop sucré, ou la malbouffe aussi. Il y a différents... euh, mince. Des trucs qui font des émulsions, etc., qui est des produits qui ont été identifiés comme étant des problématiques aussi là-dedans. Bref. Dark Souls en maison de retraite, ça a changé les conseils médicaux. Arrête, moi je suis en train de construire la maison de retraite dans laquelle j'ai envie de vivre. Je commence maintenant parce que ça va me prendre du temps. Aussi, je ne sais plus dans quelle étude j'avais vu ça, mais il y avait une théorie en corrélation entre le diabète et l'Alzheimer. Oui, tout à fait. Maintenant, c'est totalement confirmé. On va le voir justement dans une étude qui rassemble tout ce qu'on sait maintenant sur Alzheimer, une review complète de tout ça. Et justement, le diabète et Alzheimer sont très fortement liés. Et voilà, donc c'est pour ça aussi la bonne alimentation, c'est très très important. Et même s'il y a des personnes qui ont du diabète de manière naturelle, génétique, etc. Mais voilà. Salut Flamel, comment ça va? On spoil tout ma parole là. C'est pas grave, c'est pas grave. Dans 40 ans, il va y avoir les premières LAN CS de retraités. Mais oui, mais faites, mais véritablement, faites. C'est déjà moi je regarderai. Est-ce que ça... Moi c'est comme un truc, hein, genre les Jeux Olympiques des gens normaux, moi je veux regarder. Hein. J'aimerais bien véritablement qu'on fasse un jour les Jeux Olympiques et... Entre les sessions où t'as des vrais athlètes de fou qui sont en train de péter tous les records du monde, juste après, tu prends des gens normaux, entre guillemets, tu vois, genre qui sont juste des sportifs du dimanche, et tu les fais faire les mêmes épreuves, et tu vois la différence. Moi, je suis pour. Moi, je suis pour. Mais est-ce que c'est pas inversé causé conséquence, le lien entre les étudiants et Alzheimer par exemple, si tu as un cerveau qui est capable de faire des études, tu as moins de chances de développer un Alzheimer. En fait c'est une bonne question, mais en fait justement la seule chose qu'on voit à chaque fois là-dedans c'est une comment dire, c'est pas une causalité. On peut pas démontrer une causalité là-dedans, on voit juste une corrélation des choses. En fait, tu as une corrélation très forte entre tu as fait des études longues et tu n'as pas Alzheimer. Donc en fait, ce qu'on dit, c'est que forcément, c'est... Enfin, forcément, non. Mais ce qu'on dit, c'est du coup, ça semble être, si tu fais ça, du coup, tu auras moins de chances d'avoir Alzheimer. Et par la suite, quand on fera des études rétrospectives sur les gens qui n'ont développé ou non développé la pathologie, alors on pourra avoir une causalité. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est toujours sur... c'est une... Voilà. On a un co-événement. Les deux arrivent en même temps, mais on ne sait pas lequel cause lequel. C'est vrai. Mais c'est en train d'être étudié, quoi. Mince, j'ai que les jeux vidéo. Développe le reste. Du sociable au secours. Et ouais, un minimum. Manger du skier, oui. Un des gros risques de développement de la démence, c'est le passage à la retraite des classes populaires, car leur travail étant difficile. Dès qu'ils peuvent arrêter toute activité, même mentale, ils le font. Du coup, il y a une chute de l'activité physique et mentale. Oui, en fait, c'est souvent des moments à risque, mais c'est de la multipathologie. Le moment du passage à la retraite, c'est un moment qui est très très difficile à négocier pour n'importe qui, parce que tu te retrouves avec ton activité principale qui se retrouve disparu, maintenant il faut l'occuper par autre chose, et il y a beaucoup de personnes qui, le travail étant très difficile, et notamment quand tu arrives à l'âge de départ à la retraite, t'en as plein les pattes, etc., c'est vraiment, vraiment difficile, donc tu as beaucoup de personnes qui juste font plus rien après, et donc là, c'est le moment où ça peut devenir compliqué. Et en effet, il y a des apparitions de pathologies qui sont assez fortes à ce moment-là. Mais bon. Pour moi, c'est plutôt un reflet d'à quel point ton travail t'a emmené jusqu'au bout et t'as pas aussi aidé à faire la transition. On n'aide pas du tout dans cette transition, moi ce que je trouve assez incroyable, parce que c'est un moment qui est très difficile pour tout le monde. Il faut accompagner les gens, il faut que la retraite soit accompagnée dans le sens où t'as un plan, quoi. Tu sais ce que tu vas faire après. Et il faut vraiment dire, tu vas occuper ton temps comme ça. Et voilà, c'est... Après, moi, je le vois, par exemple, avec mes parents, notamment avec ma mère, elle est à la retraite il y a pas longtemps, et maintenant, elle jardine tout le temps, et elle est occupée en permanence, etc. Donc ça fait un maintien d'activité physique, d'activité mentale qui est très important, et donc du coup, même s'il y a eu quelques soucis de santé au passage à la retraite, qui étaient très certainement représentatifs beaucoup plus d'à quel point le métier était stressant et difficile jusqu'à la fin. Enfin voilà, elle a bien négocié ce truc-là, et donc maintenant, elle vit sa meilleure vie. Et c'est trop bien. Sinon, oui, ça va bien, et toi? Bon, moi, ça va très très bien.
C'est un bon argument pour le capital de continuer de travailler pour ne pas avoir Alzheimer. Non, 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 non. Non, non, non. Ne défendons pas les propos, s'il vous plaît. Bref. Excusez-moi. Du coup, on a un petit peu divagué. Mais les stades suivants. Le stade de démence modérée, ensuite. L'atteinte des fonctions cognitives est de plus en plus marquée. Il existe des troubles du langage, de la compréhension, de la production des gestes. Un accompagnement des patients et une aide dans le quotidien deviennent nécessaires. La dépendance est de plus en plus importante. Oui. Et enfin, la démence sévère. Le patient ne peut plus faire seul les activités de la vie quotidienne, telles que la toilette, les repas, etc. Les événements et informations passées disparaissent de la mémoire. Une aide omniprésente devient indispensable pour survenir aux besoins du patient. Du coup, parlons un petit peu d'histoire, du coup. Comment est-ce qu'on a trouvé cette pathologie? Bref. Faut leur laisser leur autonomie aux grands-parents ou aux parents, mais de fou, hein. Mais oui, c'est très très important. Hein. Mais justement, en fait, il faut l'accompagner dans le sens où il faut en quelque sorte que on soit informé que c'est un moment qui est difficile, qui est propice à l'apparition de pathologies, etc. Et que bah, du coup, il faut réussir à aider cette transition-là en mode, ok, est-ce que tu as planifié, qu'est-ce que tu vas faire à la place, etc. Dans la suite. Ça, c'est quelque chose qui est très peu fait. Mais bon. Du coup, histoire de la maladie d'Alzheimer. Elle tient son nom du psychiatre et neurologue allemand Alois Alzheimer, qui en 1906 associa les symptômes, déclin progressif des fonctions cognitives, à des lésions cérébrales spécifiques, les plaques amyloïdes et les dégénérescences neurofibrillaires, grâce à l'étude d'une patiente du nom de Augusta Deter. Ils auraient pu l'appeler la maladie de Deter, hein, même celui qui l'a trouvé quand même. C'est la patiente qui a permis de la découvrir, mais bon. C'est pas grave. Par la suite, d'autres chercheurs viendront confirmer ces découvertes, et un deuxième cas identique en 1911 viendra valider sa théorie. Pendant plus d'un demi-siècle, l'étude de la maladie d'Alzheimer est restée en suspens. C'est à partir des années 1950-1980 qu'est apparue une nouvelle dynamique grâce au progrès de la médecine et en raison de l'augmentation des cas en lien avec le vieillissement de la population. Ça, c'est la principale raison pour laquelle on a de plus en plus de cas de Alzheimer. C'est qu'en fait, on vit plus longtemps. On a augmenté notre espérance de vie en tant que civilisation. Et donc, bah, forcément, plus on vit longtemps, plus on a de chances de développer cette pathologie. Ainsi, dans les années 80, ont été déterminées les formations biologiques à l'origine des plaques, la protéine bêta-amyloïde, et des dégénérescences neurofibrillaires, la protéine tau hyperphosphorylée. Ces découvertes sont toujours déterminantes actuellement dans la recherche d'un traitement pharmacologique contre la maladie d'Alzheimer. Enfin, dans les années 1990, les progrès de génétique ont permis d'identifier plusieurs gènes liés à l'apparition de la maladie. Alors, à savoir une chose, hein, c'est que justement, c'est dans les années 80 qu'on a trouvé justement ces deux trucs. On a trouvé la protéine tau hyperphosphorylée et la protéine bêta-amyloïde qui sont apparemment problématiques. Mais c'est juste l'observation. C'est-à-dire qu'on n'a pas une causalité. On sait très bien que ces protéines-là viennent détruire les neurones et sont responsables, on va dire, de la mort des neurones, mais on ne sait pas comment est-ce que ça arrive là. On ne sait pas quelle est la raison pour laquelle il y a une accumulation de ces deux types de protéines qui ont ces raisons-là, enfin qui ont ces causes-là à cet endroit-là. Donc, on manque encore d'informations, et ça, c'est vraiment, depuis les années 80, compliqué. Et on va voir que là, on est à l'aube, justement, de nouvelles découvertes qui sont vraiment, vraiment très intéressantes, qui nous permettent d'en comprendre beaucoup plus. C'est une maladie qui en veut, elle est déterre. Écoute, hein, ça aurait... Maintenant, avec... Bon, le mot déterre n'existait pas à l'époque, mais ça aurait été pas mal comme nom, moi, je trouve. Du coup, chiffres et prévalence. Quel chiffre de la maladie d'Alzheimer en France? La maladie d'Alzheimer est la plus fréquente des maladies neurodégénératrices avec 1 million de malades. On estime que chaque année, 225 000 nouveaux cas apparaissent. En comptant les proches aidants, 3 millions de personnes sont directement concernées par la maladie d'Alzheimer. Et c'est juste en France. Faut bien se rendre compte qu'à l'échelle du monde, du coup, c'est encore beaucoup plus, et que la variation de la quantité de personnes qui ont Alzheimer est principalement dépendante forcément de la longévité dans chacun des pays. Donc forcément, hein, plus vous avez une population qui vit vieux, plus vous avez des cas importants, enfin, proportion plus importante de cas d'Alzheimer. On disposait jusqu'à présent de peu de chiffres récents en France. Les derniers sont issus de Santé publique France et datent d'il y a 10 ans.
Bref, moi je trouve ça horrible qu'une pathologie comme ça, c'est les derniers chiffres d'il y a 10 ans, mais bon, c'est pas grave. C'est pourquoi la Fondation Recherche Alzheimer a publié en 2025 une étude réalisée avec l'Institut Ipsos BVA qui actualise les chiffres. 1,4 million de Français seraient atteints de maladies neurodégénératives en comptant Alzheimer et les maladies apparentées. Donc les maladies apparentées, c'est véritablement tout ce qui a les mêmes symptômes, quoi. Ainsi, 11% des Français de plus de 30 ans ont un parent ou un conjoint malade. L'étude a aussi montré que 2 malades d'Alzheimer sur 3 sont des femmes. Encore une fois, mesdames, navré. C'est encore une pathologie qui vous cible plus que nous. Bref. Cette dimension féminine de la maladie d'Alzheimer a trop longtemps été négligée et elle doit être mieux étudiée et comprise par la recherche. Et ça, c'est très important parce que du coup, quand on a une pathologie qui est féminine, quand on l'étudie au niveau génétique, forcément, on va s'intéresser à un chromosome en particulier. Oui, parce que nous, les mecs, on a XY, et les madames, elles ont XX. Et donc, on va s'intéresser au fait que le fait d'avoir 2 copies de ce chromosome X, et le fait que ce soit 2 fois plus présent chez les femmes que chez les hommes, il y a peut-être un lien. Voilà, c'est-à-dire que quand on se retrouve, encore une fois, dans cette configuration précise, c'est-à-dire que c'est quand même 2 tiers, 1 tiers, et les femmes représentent 2 tiers des chromosomes X qu'il y a dans la population générale. Donc ce serait intéressant d'aller étudier le chromosome X pour cette pathologie pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui prédispose à cette pathologie. Voilà. Et le fait que ça a été ignoré pendant très longtemps fait que on n'a pas étudié véritablement en profondeur ces différents sujets. Et voilà, du coup vous avez ce panneau récapitulatif de la maladie d'Alzheimer. Donc 1 million de personnes qui sont malades de cette pathologie, 225 000 nouveaux cas par an, 2 malades sur 3 sont des femmes, plus de 1 000 € par mois à charge du malade et de sa famille. Ça c'est un truc aussi, c'est que il y a beaucoup de traitements qui ont été remboursés pendant un certain temps, mais qui ne le sont plus maintenant parce que considérés comme pas efficaces. Et donc forcément, quand l'assurance maladie se rend compte qu'un médicament n'est pas vraiment efficace, ils arrêtent de le rembourser. Mais il y a des médecins qui continuent de dire qu'il faudrait qu'ils le prennent, donc voilà, ça fait assez cher. Et il y a aussi le coût de l'assistance, etc., etc. Donc voilà, c'est une pathologie qui coûte cher en vrai. Le nombre de malades devrait doubler d'ici 2050, parce qu'on vieillit plus vieux, et que en vrai, on commence à se rendre compte aussi que il y a beaucoup de choses dans notre alimentation, dans notre manque d'activité physique qui s'aggrave aussi, dans l'augmentation aussi des maladies cardiovasculaires qui sont aussi liées à la maladie d'Alzheimer, qui font que ça va très certainement bien augmenter et qu'on devrait doubler le nombre de cas d'ici 2050, au minimum. C'est vraiment une estimation assez minimum. Et oui, du coup, pour prévenir, justement, possiblement, dans certains cas, les chercheurs estiment que 45% des cas de dépendance liés à des déficits cognitifs pourraient être évités grâce à une prévention adaptée. 45% évitable. Activité physique régulière, alimentation saine, type régime méditerranéen, prendre soin de son cœur et de ses vaisseaux, donc faites du sport aussi, et stimulation intellectuelle et sociale. Si vous faites ça, normalement, il y a plus de 45% des cas qui sont évitables de cette pathologie. Donc véritablement, quand on vous dit faire du sport et bien manger, c'est pour la santé, aussi avoir une activité intellectuelle et sociale. Et avec ça, vous prévenez énormément des différentes pathologies que vous pouvez avoir, dont Alzheimer. Et c'est vraiment important. Du coup, la maladie d'Alzheimer frappe le plus souvent les personnes âgées, près de 15% des plus de 80 ans seraient touchés, mais elle peut aussi survenir beaucoup plus tôt. On compte aujourd'hui en France environ 30 000 patients de moins de 65 ans atteints de la maladie d'Alzheimer. Et ça, c'est ceux-là qui ont véritablement la pathologie la plus difficile. Quand tu as 80 ans et que tu commences à déclarer justement des symptômes d'Alzheimer, comment dire, t'as déjà eu une vie bien remplie avec 80 années de vie. Alors même si c'est toujours horrible, et ça fait toujours bien chier, c'est quand même moins embêtant de l'avoir tardivement que de l'avoir à 65 ans, où il te reste encore beaucoup de belles années à vivre. Donc voilà, ces 30 000 patients-là et leurs proches, très très compliqué. Sachant qu'il y en a qui peuvent l'avoir encore plus tôt que ça. Quel chiffre de la maladie d'Alzheimer en Europe? 9,7 millions de personnes souffrent actuellement de démence en Europe, source Alzheimer Europe. Pour rappel, la démence est un syndrome provoqué par des troubles cognitifs majeurs conduisant à la perte d'autonomie. La maladie d'Alzheimer représente environ 70% de ces cas, soit 6,8 millions de personnes. Donc dans l'ensemble de l'Europe, c'est 6,8 millions de personnes qui sont atteintes de cette pathologie.
2 malades sur 3 sont des femmes, toujours le même nombre, et le nombre de malades devrait doubler d'ici 2050, à l'échelle de l'Europe aussi. Et dans le monde, du coup, c'est 35,6 millions de personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. 55 millions de personnes qui ont la démence, mais 35,6 millions à l'échelle du monde entier. C'est fou, c'est énorme. Et c'est pour ça que c'est un sujet de recherche qui est aussi active, forcément. Du coup, c'est quoi les causes et les facteurs de risque ? Les lésions responsables de la maladie, les plaques amyloïdes, ou plaques séniles, sont formées par l'accumulation anormale d'une protéine dite bêta-amyloïde. Ces plaques se déposent entre les cellules nerveuses situées dans la substance grise du cortex cérébral, provoquant un dysfonctionnement des connexions entre les neurones. En gros, ce qui se passe, c'est que vous avez vos neurones avec un grand câble qu'il y a entre les différents neurones, et vous avez des plaques de protéines qui s'agrègent les unes les autres et qui viennent se mettre là-dessus et qui coupent les signaux entre les différents neurones. Et c'est ça qui vient créer le dysfonctionnement. Et après, vous avez un deuxième truc qui est la dégénérescence neurofibrillaire. Et c'est qui correspond du coup à une accumulation anormale de filaments à l'intérieur du neurone. La protéine à l'origine de ce dysfonctionnement est appelée la protéine Tau. Et c'est cette seconde protéine qui vient justement casser véritablement la connexion et faire mourir les cellules. Donc du coup, ça entraîne progressivement une désorganisation cellulaire, puis la mort neuronale. Donc vous avez d'abord cette plaque amyloïde qui se met à l'extérieur, puis à l'intérieur, vous avez la protéine Tau qui vient s'accumuler et détruire la cellule. La mort des neurones s'opère avant tout dans l'hippocampe, une des régions essentielles à la mémoire et dans le cortex associatif, qui permet de relier entre elles différentes fonctions. La mort neuronale aura pour conséquence une atrophie de certaines zones cérébrales, c'est-à-dire une diminution du volume du cerveau. Et justement, c'est ça qu'on arrive à pallier avec l'activité cérébrale, c'est justement de recréer du volume cérébral. On suit énormément justement ce volume par IRM quand on a des patients qui sont atteints de cette pathologie. Et ce qui a été remarqué, c'est que quand il y a de l'activité physique, justement, on retrouve de ce volume où on évite d'en perdre. Et ça, c'est extrêmement fort. À ce jour, les causes de la maladie d'Alzheimer restent encore mal connues. Et moi, ça me tue parce que ça fait quand même un siècle qu'on bosse dessus. En revanche, il est établi qu'avant même l'apparition des premiers symptômes, les neurones sont affectés par deux types de lésions. Les plaques amyloïdes que l'on retrouve entre les neurones et la dégénérescence neurofibrillaire que l'on retrouve à l'intérieur des neurones. Ces deux lésions correspondent à des amas de protéines qui se forment lors du processus normal du vieillissement. Cependant, dans les maladies de type Alzheimer, ces protéines s'accumulent en beaucoup plus grande quantité. Mais justement, en fait, ça, c'est de l'observationnel. C'est-à-dire que quand on ouvre un cerveau de quelqu'un qui a la pathologie d'Alzheimer, on observe qu'il y a ceci. Mais on ne sait pas pourquoi exactement. Qu'est-ce qui vient causer cette accumulation de ces deux types de protéines ? C'est ça qu'on va essayer de voir par la suite. Du coup, oui, il y a aussi des facteurs de susceptibilité génétique. Je ne vais pas les détailler particulièrement, on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais voilà, il y a des facteurs de susceptibilité génétique. Donc voilà, c'est encore une de ces pathologies qui est inégale entre les différentes personnes, mais on a aussi des formes très rares, justement, qui sont des formes familiales et héréditaires, et qui peuvent, justement, déclencher autour de 50 ans cette pathologie, donc ce qui est vraiment très, 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 très jeune, et ça se transmet, justement, et on va le voir, il y a des personnes qui ont des frères et des parents qui ont, à 50 ans, cette pathologie, qui la développe à chaque fois, quoi. Et c'est assez bizarre, hein, parce que en fait, cette maladie héréditaire, c'est véritablement autour de 50 ans, et c'est assez précis. C'est-à-dire que c'est entre 48 et 54, quoi. Et les gens la déclarent. C'est assez fou. Du coup, maintenant qu'on connaît un peu mieux cette pathologie, je vous propose qu'on aille regarder ce reportage qui a été fait par France Télévisions, et qui parle justement de la pathologie, qui nous montre aussi des personnes qui l'ont, et qu'on voit un petit peu comment est-ce qu'ils vivent tout ça. Pardon. Alors, on va se mettre peut-être autour de la table si vous voulez. D'accord. Hop. Ça a lancé la vidéo directe. Hop. C'est bon. Let's go. Est-ce qu'on est bon ? Hop, n'hésitez pas à me dire si j'étais aussi pour ce reportage-là. C'est qu'en fait, justement, ces lésions, on les voit apparaître un peu naturellement, pas en aussi grande quantité, et pas aussi jeunes, etc. Mais on les voit apparaître aussi naturellement dans les cerveaux qui sont juste en train de vieillir. Et on l'a vu justement, apparemment, ces lésions-là, quand on avait fait le café des sciences sur l'axe intestin-cerveau, intestin-cerveau, on s'était rendu compte avec cet article-là que
une étude super récente, qui est sortie le 11 mars de cette année, a montré un lien très très fort entre justement le vieillissement cognitif et le vieillissement de notre flore bactérienne intestinale. Et donc, il y a un lien très fort entre les deux. On sait que avec l'âge, justement, notre flore vient à se dégrader, et on sait aussi que bah, forcément, ça a un impact dessus. Enfin, maintenant, on sait, on est en train de le voir en tout cas. Donc, il y a une piste de recherche qui est très très importante dessus. Et aussi, très récemment, et c'est le deuxième tout petit truc, ça dure à peine quelques minutes hein, qu'on va regarder, euh, on vient de découvrir un nouvel acteur très intéressant justement dans cette pathologie. Et justement, c'est l'INSERM. C'est l'INSERM qui a découvert ça, dans un centre lillois, si je ne me trompe pas. Regardons ça. Près de 7 ans de recherche pour Ouais. mettre en lumière le rôle des tannicytes. Ces cellules, ici en vert, sont présentes naturellement dans notre cerveau. Grâce aux chercheurs lillois, on sait maintenant que chez le patient en bonne santé, elles évacuent une protéine. Quand ce n'est pas le cas, la maladie d'Alzheimer apparaît. Ces cellules vont... Et ça, c'est incroyable. En fait, ces tannicytes, ce sont justement de sortes de cellules oblongues qui sont à la transition entre notre cerveau, enfin l'espace qui est avec du liquide justement de notre cerveau, et le sang. C'est des cellules qui sont là spécifiquement pour faire des transferts justement de notre sang vers notre cerveau et inversement. Ces tannicytes, ils ont des récepteurs très particuliers, notamment pour le glucose, pour réussir à faire passer justement ces sucres de notre sang à notre cerveau, mais aussi pour évacuer énormément de déchets de la partie liquide de notre cerveau, justement toute cette espèce de liquide qu'on a dans lequel notre cerveau baigne, qui est chargé en fait de tous les déchets que nos cellules créent petit à petit. Justement, ces tannicytes ont ce rôle très important d'évacuer ces déchets, qui ensuite, par la circulation sanguine, vont finir dans nos reins, infiltrés et tout, etc. Donc, ces tannicytes, justement, sont des cellules qui sont très importantes dans notre cerveau. Et, regardons la suite. vont capter les molécules toxiques qui sont présentes dans ce liquide sphérochilien qui est en noir et les transporter à travers leur prolongement pour les relarguer ensuite dans le sang. Et Déjà, rien que ça, c'est c'est magnifique. ainsi que les protéines toxiques sont évacuées par ces cellules dans le sang. Grâce à des expériences sur des cerveaux de souris, mais aussi sur l'hypothalamus humain, Vincent Prévost et ses équipes ont percé un des mystères du déclenchement d'Alzheimer. C'est comme ça qu'on a pu découvrir que chez les personnes qui étaient décédées d'une maladie qui n'avait rien à voir avec une maladie du cerveau, les tannicytes, même quand vous êtes âgé de 100 ans au décès, les tannicytes font toujours ces très jolis ponts entre le liquide céphalorachidien et le sang. Alors que chez les personnes décédées de la maladie d'Alzheimer, eh bien, ces tannicytes sont fragmentés. Et ça, c'est une découverte qui est incroyable. Parce que justement, là, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à une cause. Parce que jusque-là, qu'est-ce qu'on avait? On avait deux protéines qu'on savait causer des lésions au niveau des neurones. Pourquoi est-ce qu'elles s'accumulaient, d'où est-ce qu'elles viennent, etc. On n'en sait rien. Et là, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à une cause, justement, avec cette cellule, ce type cellulaire en particulier qui se sert justement, enfin qui est là justement pour échanger les déchets de notre liquide rachidien jusqu'à notre sang et d'amener des nutriments, ne sont plus là, ne sont plus fonctionnels dans un cerveau qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Et ça, c'est intéressant, parce que là, on commence à voir quelque chose qui ressemble justement à une cause. Pourquoi? Maintenant, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'elles sont décédées, etc. Et c'est là où, par la suite, j'ai fait une hypothèse, et on verra, on va la détailler plus tard. Ricardo Martinez fait partie des 26 chercheurs mobilisés. Ce doctorant mexicain, venu spécialement pour travailler à l'INSERM de Lille, espère que ses travaux amèneront des avancées sur le traitement de la maladie. C'est une première étape avant de trouver des traitements, mais à la base, on cherche surtout à prévenir cette maladie. Et puis à la comprendre. Car Enfin, grâce à ces découvertes, il c'est un sera nouvel plus acteur. simple de détecter les premiers signes. Quand on aura identifié ces patients, eh bien, on pourra les prendre en charge très tôt au cours de leur vie, en leur proposant Bonsoir, salut des mes champignons. traitements médicamenteux ou en corrigeant leur style de vie, par exemple. Une avancée de plus pour le laboratoire lillois, fier de voir cette étude publiée dans une célèbre revue scientifique américaine. Oui, ils ont fait un très très gros papier avec ça, et ça se comprend forcément, parce que jusque-là, on n'avait que deux acteurs dans la maladie d'Alzheimer qu'on connaissait, qui étaient justement ces deux protéines. Et là, maintenant, on a un type cellulaire
qu'on connaissait déjà, mais qu'on sait maintenant être impliqué dans cette pathologie. En tout cas, il y a une différence très importante entre les cellules saines et justement les cellules des patients qui sont atteints par la maladie d'Alzheimer. Donc c'est vraiment trop trop cool. Et on connaît aussi d'autres choses forcément sur la pathologie. J'ai fait toute une recherche un peu sur les articles qui sont sortis un peu récemment. Notamment j'ai lu cette review qui est sortie en 2025 sur tout ce qu'on sait sur la pathologie. Et du coup, il y a pas mal de facteurs qui sont connus, qui sont associés à la pathologie qui sont décrits à l'intérieur de cet article. Notamment, on sait qu'il y a un facteur très important de l'alimentation, du diabète de type 2, des maladies cardio- et cérébrovasculaires, des traumatismes crâniens et des infections du microbiote. Donc on sait que tout ceci a un impact fort justement sur la maladie d'Alzheimer. Et notamment quand on parlait du microbiote, c'est des infections bactériennes et virales en perpétuant une inflammation systémique, altèrent la barrière hémato-encéphalique et alimentent la pathologie. Et du coup, ça c'est des choses qui ont été décrites justement. Et c'est pareil. Est-ce que... Toc toc toc. Non. Oui, alors on a différents espoirs de différents traitements. On sait que maintenant, on sait que c'est important d'avoir un diagnostic qui est précoce, parce que du coup, tout va dépendre d'à quel point on peut avoir la maladie tôt, hein, pour mettre en place justement toutes les choses qui vont contrecarrer tous ces facteurs-là. Mais aussi, on a d'autres potentiels traitements qui sont testés en ce moment. On a des immunothérapies qui sont entre justement les plaques amyloïdes. Mais le truc, c'est que comme on est en train de le voir, c'est que c'est très certainement juste un symptôme d'autre chose qui est en train de se passer dans le corps. Les thérapies anti-tau, c'est pareil, c'est contre ce deuxième facteur qui est très certainement juste un symptôme aussi. Et on a des modulateurs de l'inflammation, parce qu'on sait que l'inflammation chronique est aussi associée à des problématiques au niveau d'Alzheimer. Et voilà, donc il y a pas mal de choses qui sont tentées, mais c'est surtout la conclusion qui est intéressante, je trouve. C'est malgré 3 décennies de recherche intensive et l'identification des protéines bêta, des plaques amyloïdes et tau, comme cible centrale, les résultats cliniques révolutionnaires restent difficiles à atteindre. Ces défis découlent des propriétés des médicaments eux-mêmes, du moment du traitement, trop tardif, et de la variabilité intrinsèque de la maladie. L'avenir réside dans une approche combinant génétique, âge, inflammation, mode de vie et environnement avec un traitement précoce et personnalisé. Et c'est ça qui est fou, c'est que eux, ils parlent juste des 3 dernières décennies où on a fait énormément de travaux de recherche sur cette pathologie, mais on n'arrive pas, quoi. Vraiment, c'est galère. Et là, c'est très très récent que justement, de cette année, on a cette découverte lilloise qui est très intéressante sur ce nouveau type cellulaire. Et on a eu aussi un article dont on a parlé aussi, qui est sorti fin 2025, justement sur le lithium. Ça a été une étude qui était assez intéressante et assez impressionnante. Pardon, je n'ai pas remis la musique. Assez impressionnante justement sur le lithium et sa capacité à réparer les cerveaux, en gros, des souris qui étaient atteintes d'Alzheimer. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont séparé 2 groupes de souris, une avec Alzheimer où ils ont rien fait, et une autre avec Alzheimer où ils ont justement traité ces souris avec du lithium, et ils se sont rendus compte qu'ils arrivaient à retrouver des capacités cognitives normales avec du lithium. Ça n'a été fait que dans la souris, bien sûr, ça n'a pas été fait dans l'humain encore, ce sera par la suite, hein, ça va être testé. Parce que, en fait, ça va être testé assez simplement parce qu'on a déjà des médicaments avec du lithium qui sont utilisés notamment pour traiter la bipolarité. Et donc, on a déjà des autorisations de mise sur le marché pour certains de ces médicaments. Donc, comme la maladie d'Alzheimer est une maladie qui est plutôt grave, réutiliser un traitement qui est déjà existant, c'est quelque chose qui se fait très bien. Et donc, ils vont très certainement essayer de faire des essais cliniques avec ces médicaments qui existent déjà, et pour essayer de voir si ça fait quelque chose ou pas. Voilou. Donc, forcément, en prenant ces 2 informations, moi, je me suis dit, ok, quel projet de recherche je présenterai après toutes ces recherches que j'ai fait, quel projet de recherche je ferai moi-même pour dire, ok, c'est quoi l'étape d'après? Et bah, je me suis dit, le lithium, c'est une piste qui est très intéressante, et ces cellules-là aussi le sont. Donc, du coup, les tanicites, ces cellules dont on a parlé, justement, c'est ce nouveau projet soigné. C'est l'idée.
C'est l'idée. Mais quel projet de recherche, du coup, moi, je proposerais si je demandais de l'argent? Si je demandais de l'argent, eh ben, je prendrais justement ces deux informations. Je prendrais le lithium, qui a l'air d'avoir un impact très intéressant justement sur les cerveaux des souris, et je prendrais les tanicides qui viennent d'être montrés comme étant importants dans cette pathologie. Et du coup, voici ce que j'ai écrit. Du coup, la relation entre les tanicides et le lithium ouvre des perspectives de recherche futures considérables. Des études directes examinant comment le lithium module la fonction des tanicides dans les contextes des modèles in vitro et in vivo demeurent nécessaires. Les techniques d'imagerie avancées pourraient visualiser l'accumulation de lithium dans les tanicides hypothalamiques et surveiller les changements morphologiques et fonctionnels de ces cellules suite à l'exposition au lithium. Les études de transcriptomique et de protéomique pourraient identifier les modifications de l'expression génique tanicitaire induites par le lithium, élucidant ainsi les voies moléculaires critiques. Parce qu'en vrai, on sait que les tanicides sont... il y a déjà de la littérature comme quoi les tanicides, justement, sont potentiellement impactés par du lithium. Il y a des interactions qui sont potentielles entre ce type cellulaire et le lithium, mais pas dans le cas de la pathologie. Donc, en gros, ce que je dis ici, c'est... il faut faire analyser l'expression et les protéines qui sont dans ces cellules, chez des patients normaux, chez des échantillons normaux de souris à la base, mais aussi chez des patients normaux si on peut, et chez des patients qui sont atteints de la pathologie ou des souris qui sont atteints de la pathologie. Du coup, des investigations cliniques pourraient évaluer si la supplémentation en orotate de lithium, qui est la manière, en fait, qui est le médicament qui est le plus facile à assimiler et qu'ils avaient utilisé justement chez les souris, à bas dose chez les patients atteints de léger déclin cognitif ou au stade préclinique de la maladie d'Alzheimer, prévient ou ralentit la progression cognitive. Des biomarqueurs neuroendocrines sensibles pourraient être développés pour surveiller le statut fonctionnel des tanicides et servir de marqueurs de succès thérapeutique. En gros, ça c'est l'idée de dire, si jamais on traite avec justement cette orotate de lithium, il faut qu'on ait un marqueur qui nous permette de voir assez rapidement, est-ce que justement ça rétablit la fonction des tanicides ou pas. Et c'est ça qui serait très intéressant, parce qu'on sait que le lithium a potentiellement un impact sur les tanicides. Voyons si ça rétablit ou pas la fonctionnalité de ces tanicides chez les personnes qui ont Alzheimer en utilisant de l'orotate de lithium. Du coup, l'hypothèse centrale est que les tanicides constituent des cibles potentielles cruciales de l'action du lithium, et que la dysfonction des tanicides, résultant potentiellement d'une carence en lithium et de la sécrétation amyloïde, contribue à la pathophysiologie d'Alzheimer. Oui, aussi parce que en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que le lithium se retrouvait en accumulation dans les plaques, justement, amyloïdes. Et ça, c'est un truc qui est très intéressant, c'est qu'en fait, quand on analyse les cerveaux de personnes qui sont... Parce qu'il y a eu des analyses qui ont été faites, justement, de cerveaux, après la mort, de personnes qui étaient sans pathologie et des personnes qui avaient Alzheimer. Et la différence entre les deux, c'était la concentration en lithium dans le milieu. Et le truc, c'est qu'on s'est retrouvé avec des concentrations très importantes dans les plaques amyloïdes, qui se retrouvent symptomatiques, justement, des problématiques qu'il y a au niveau des neurones. Donc là-dedans, il y a pas mal de lithium. En fait, tout le lithium qui est censé être dans le milieu se retrouve agrégé là-dedans. Et il n'y en a pas du tout dans le milieu. Là où les cerveaux normaux, il n'y a pas ces plaques déjà, et il y a du lithium dans le milieu. Donc, intéressant. Et donc voilà, on sait qu'il y a eu un problème de séquestration là-dedans. La restauration du lithium à des niveaux physiologiques adéquats pourrait restaurer la capacité neuroprotectrice des tanicides, intensifier la génération de nouveaux neurones, optimiser leur détection nutritionnelle, parce que justement le lithium est aussi impacté dans la détection nutritionnelle des tanicides, et préserver les fonctions neuroendocrines hypothalamiques essentielles à la cognition et à la santé métabolique. Voilà. Ça, c'est le projet de recherche que je vendrai après tout ce qu'on vient d'apprendre maintenant. C'est qu'en fait, on sait que le lithium est très très important et on sait que ce type cellulaire en particulier est très certainement à la racine des problèmes qui sont en train d'être observés au niveau de la pathologie d'Alzheimer. Et j'espère qu'ils le feront en vrai, parce que ça a l'air sympa. Voilou. Voilà, hein. Je crois que c'est tout, hein. Je crois que je vais m'arrêter là, hein. Bref, j'espère que je vous ai pas assommé d'informations avec tout ceci. J'espère que vous avez compris ce que j'essaie de vous raconter. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la pathologie. Trop stylé, let's go. Plus qu'à lancer le projet. En fait, le truc, c'est que moi, c'est pas mon domaine d'expertise en particulier. Mais en tout cas, oui, c'est très certainement ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Parce que ce que j'ai fait, c'est exactement ce que les gens font. C'est comme ça que les chercheurs y réfléchissent.
eux, ils viennent de faire ça, justement, à Lille, dans ce centre-là. Et eux, c'est très certainement les personnes les mieux placées pour faire ce genre d'études. C'est que, justement, ils sont des spécialistes des tanicites et de la pathologie d'Alzheimer. Et il y a cet article-là qui est sorti en fin 2025. Ils font la veille scientifique sur tout ce qui se passe sur Alzheimer, donc ils sont au courant de cette étude, bien sûr. Donc, ils sont... Enfin voilà, ce projet-là, il y a moyen qu'il soit passé dans leur tête. Peut-être qu'ils ont déjà trouvé que c'était pas intéressant, hein, parce que moi, c'est juste une idée que j'ai et c'est pas mon domaine. Donc, peut-être que c'est pas intéressant. Ou alors, il y a un article qui va sortir d'ici 1 ou 2 ans sur, justement, ce truc-là. L'interaction entre les tanicites, la maladie d'Alzheimer et le lithium. Voilou. En tout cas, c'est vraiment... Là, on est aux dernières nouvelles de la recherche sur ce qu'on sait sur la maladie d'Alzheimer. Là, il y a pas mieux. On n'en sait pas plus, véritablement. Enfin, si, dans les détails, bien sûr, il y a toujours des détails qu'on comprend un peu mieux. Il y a plein d'articles sur plein de petites sous-choses, sous-catégories. Mais en tout cas, les informations principales sont là. Et voilà. Et j'espère que vous avez appris des choses. Est-ce que vous avez des questions, les gens? Merci, c'était instructif, il y a de l'espoir que ça avance. Bonne semaine à tous. Bah, avec grand plaisir. Hein. Mais oui, en effet, il y a des espoirs de fou. Et n'oubliez pas, surtout les choses à rappeler. D'ailleurs, merci Biquette hein, pour cette information. Le vaccin contre le zona, qui protège de 20% contre cette pathologie. Le fait de faire du sport, une activité physique, c'est très important. Une activité sociale aussi, très important. Activité cérébrale, très important. Jouer aux jeux vidéo, ça aide. Faites tout ça, c'est pour votre santé dans plein de trucs différents, ça aide pour tout, donc vraiment, voilà. C'est très très important. On a réduit nos chances de développer la maladie de combien de pourcents avec ce stream? Non, je refuse l'activité sociale. Bah, je joue beaucoup de jeux vidéo alors. Faut stimuler le cerveau, d'une manière ou l'autre. Bref, les gens, merci beaucoup. Ah, attends. Pourquoi le vaccin contre le zona réduit le risque? Bah justement, on a vu ça, c'est très récent comme truc, justement, c'est Biquette qui nous en a parlé. Et apparemment, il y a une action qui était neuroprotectrice qui a été montrée par justement ce vaccin-là en particulier, un lien qui a été démontré. Ils ne comprennent pas encore exactement comment, pourquoi, apparemment. Mais il y a l'air d'avoir une action neuroprotectrice parce que les gens qui sont vaccinés contre justement le zona ont 20% de moins de risque de faire un Alzheimer. Donc voilà. Ça mange pas de pain, demandez à votre médecin. Un petit vaccin contre le zona, et c'est 20% de risque en moins. C'est pas mal, non? Moi, je dis, c'est pas mal. Bref, les gens, merci beaucoup d'avoir été là. Passez tous une incroyable semaine, bien sûr. Il n'y aura pas de stream de jeux vidéo cette semaine. Là, je vais prendre la semaine pour me reposer parce que j'en ai besoin. Et je vais même partir un petit peu en vacances. Voilou. Mais par contre, il y aura un café des sciences dimanche prochain. Donc, voilou. Je vous retrouve dimanche prochain. D'ici là, passez tous une très très bonne semaine. Je vous fais des bisous et à bientôt. Salut!